c'est important de trouver des alliés dans la course. Quand on a le maillot jaune sur le dos, évidemment, on a une responsabilité avec son équipe, c'est de le défendre. Donc la première équipe à se mettre en action derrière une échappée et à contrôler la course, à gérer la situation, c'est évidemment l'équipe du maillot jaune. Mais elle attend du renfort. Elle sait qu'elle va trouver des alliés de circonstance au fil des kilomètres à proximité du final. Donc si elle laisse filer cette échappée beaucoup trop loin, les équipes qui pensent à la victoire d'étape vont être résignées. Il faut les maintenir à une distance respectable, mais laisser un petit écart quand même important, de façon à dire, maintenant, si vous voulez gagner, venez rouler. Et plus l'écart sera important, bien plus ces équipes-là, la Movistar que vous avez citée probablement, de Koenig pour Alaphilippe certainement aussi, viendront collaborer un petit peu plus tôt. C'est sûr que si vous laissez un écart aller en dessous de la minute, personne ne va vouloir venir vous relayer. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On dit c'est bon, on fait le boulot pour nous. On a aperçu le maillot blanc qui est aujourd'hui sur les épaules de Wout van Aert, le Belge de la formation Lotto Jumbo, la formation Jumbo-Visma, puisque la loterie néerlandaise s'est retirée dans cette équipe. Et nous sommes en train de quitter le département du Nord pour entrer dans celui de l'Aisne. l'Aisne, capitale, chef-lieu. Saint-Quentin. Non, en l'occurrence, c'est Laon. Ah. Eddy Merckx. Bon, on va demander confirmation à un Picard, Thierry Adam. C'est bien Laon, c'est ça? Ah oui, mais nous c'est rapide pour rester sur la course. Effectivement, oui, c'est le piège du département de l'Aisne. D'ailleurs, le département de l'Aisne est un piège à lui tout seul pour les coureurs. Il faudra se méfier quand même parce que le vent, on en a un petit peu parlé, bon pas plus pour l'instant de trois quarts d'eau, mais on va tomber sur des plaines. Alors c'est pas la Beauce, mais voilà, il faut être concentré. Pour l'instant, on n'est pas trop à l'arrière du peloton. On est dans un moment un petit peu pas de repos, on n'est jamais au repos, ça c'est clair. Mais bon, voilà, c'est un peu plus détendu. On a tout à l'heure vu Romain Bardet en discussion. Alors déjà, voir Romain Bardet, pour moi, c'est rarissime. Et en discussion avec l'ensemble de ses coéquipiers avant de remonter, de s'arrêter, puis de remonter en tête de peloton. J'ai aperçu aussi Jakob Fuglsang, ce qui m'a permis quand même de voir où il en était. Vous vous rappelez, on l'a vu, sa chute lors de la première étape. Et pas de bobo sur son genou qui inquiétait beaucoup samedi soir. En revanche, il a toujours un emplâtre sur le coude droit. Mais bon, le coup de pédale était excellent. Et bien voilà, le maillot jaune pour vous dire et vous confirmer tout simplement que pour l'instant, on gère, on est dans la gestion, le maillot jaune tout seul, sans coéquipier. Mike Tennyson à l'arrière du peloton qui revient tranquillement dans le peloton sous l'œil d'un ancien maillot jaune et vainqueur du Tour de France, puisque pendant la moitié de ce tour, nous avons à nos côtés sur une moto pour une télévision européenne, Bradley Wiggins en personne. Oui, vainqueur du Tour de France 2012. On en reparlera de Bradley Wiggins. Pour l'heure, on va vous permettre de gagner peut-être 50 000 € en jouant au jeu de la combativité. La question du jour, quel coureur français de l'équipe Quick-Step de Koenig, Quick-Step est aujourd'hui 11e au classement général? Réponse 1, Julien Alaphilippe. Réponse 2, Romain Bardet. Pour jouer, vous envoyez votre réponse 1 ou 2 au 7 3003 ou sinon vous appelez le 34 35. Tirage au sort le 28 juillet, jour de l'arrivée du Tour de France à Paris sur les Champs-Élysées. Allez, le maillot jaune et Wout van Aert, le maillot blanc, en pleine discussion. Les deux premiers du classement général aux deux dernières positions du peloton. Imaginez quand même Mike Tennyson qui n'avait jamais remporté de victoire en Pro Tour, vient de remporter les deux premières sur le Tour de France. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et ce qui est remarquable pour cette équipe Jumbo-Visma, c'est que les deux premiers du classement général, Mike Tennyson et Wout van Aert, font aussi partie des deux favoris du jour, on est d'accord. Ils peuvent gagner l'étape. Évidemment, Wout van Aert, voilà, quand on peut faire des podiums sur les Strade Bianche par exemple, ou même être très performant sur les classiques flandriennes, évidemment que l'étape du jour ne leur fait pas peur. Oui, et puis ils ont en plus aucune pression, ils sont en pleine confiance, ils ont déjà gagné 2 étapes. Le tour est réussi. Oui, le tour est réussi quoi qu'il arrive, donc ils pourront prendre tous les risques. Prendre tous les risques, et puis ils savent, enfin Mike Tennyson sait que son aventure en jaune s'arrêtera sûrement jeudi avec la grande étape des Vosges et de la planche des belles filles. Donc voilà, l'idée c'est évidemment de se mobiliser au maximum aujourd'hui pour prolonger l'euphorie de l'équipe Jumbo-Visma. Oui, ça va durer jusqu'à jeudi, je pense qu'avec l'avance qu'il a,
S'il perdait le maillot, ça peut toujours arriver, et il tomberait sur les épaules d'un de ses coéquipiers. En tout cas, jusqu'à jeudi, cette équipe Jumbo-Visma a, je pense, la même mise sur le classement général. Stéphane Rossetto ici, hein, qui en profite pour se ravitailler. L'étape est très longue. Et pour compléter nos propos sur l'équipe Jumbo-Visma, l'euphorie peut se prolonger au-delà de la planche des belles filles, puisqu'au 3e rang du général, on a Steven Kruijswijk, le grimpeur néerlandais de l'équipe Jumbo-Visma, qui lui est tout à fait capable d'accompagner les meilleurs du Tour de France sur une arrivée comme la planche des belles filles. Oui, il pourrait être en jaune au soir de la planche des belles filles, c'est envisageable. C'est vrai qu'on a tendance, voilà, même à prendre les écarts du contre-la-montre par équipe hier entre les favoris à partir de la formation Ineos. Et il faut quand même pas enterrer Kruijswijk trop tôt. Voilà, une formation comme AG2R la mondiale de Romain Bardet a perdu 1 minute 19 sur Kruijswijk. Il va falloir aller les chercher également dans les montagnes. Kruijswijk, on l'a déjà dit, mais il a failli remporter le Giro. Il avait le maillot rose bien accroché sur les épaules avant de tomber. Donc c'est quand même un sérieux candidat. Après, il l'a perdu parce que Nibali l'a poussé à la faute. Oui, c'était dans la descente du col Daniel. Il avait fait un soleil sur un mur de neige à 3 jours de l'arrivée du Giro 2016, alors qu'il était large leader. Lorsqu'il tombe, il a quoi? Il a plus de 3 minutes 30 d'avance sur Vincenzo Nibali. Et malheureusement, cette chute l'a relégué au 4e rang à l'arrivée de ce Giro 2016, où il était sans doute le plus fort, en tout cas d'un point de vue athlétique. Steven Kruijswijk, 5e du Tour de France également l'an dernier, juste derrière son coéquipier Primož Roglič. Désormais, il est seul leader pour le classement général dans la formation Jumbo-Visma. Et en montagne, il sera bien épaulé avec un George Bennett en très grande forme également depuis le début de ce Tour de France. Et puis Laurens de Plus également, le Belge, qui sera d'un précieux soutien pour Steven Kruijswijk. On n'en est pas là, bien sûr, puisqu'il y a quelques petites montagnes à traverser. Les Vosges, ce sera après-demain. Et puis aujourd'hui, c'est la montagne de Reims que les coureurs vont traverser dans le final de l'étape, dans les 50 derniers kilomètres. Alors ce sont des côtes, il y en a 4 au total, en tout cas 4 à répertorier, un peu plus si on regarde bien le profil de l'étape. Des côtes qui ne sont jamais très longues, mais qui sont pentues et qui vont faire très mal dans le final de cette étape. Oui, et puis c'est vraiment l'enchaînement des 40 derniers kilomètres avec toutes les difficultés qu'il y aura au programme. Ça sera également une course de positionnement, de placement, parce que les routes ne sont pas larges. Et évidemment, il y aura 2 courses en une avec la victoire d'étape à aller chercher pour un puncher, voire un leader. Donc un des favoris ne va pas vouloir se faire piéger, donc on va vouloir être bien positionné lorsqu'on approchera des différentes difficultés du jour. Il y a même la traversée d'un village qui va faire mal à 20 km de l'arrivée. Ça s'appelle Aïe. Aïe. Aïe, oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Entre Reims et Épernay. Regardez le profil de l'étape avec cette animation en 3D entre Binge donc et Épernay. Voilà, du nord au sud, on descend et puis on arrive à proximité de Reims. Voilà, la cathédrale de loin. Ça va faire plaisir à Franck Ferrand et puis les coureurs vont apercevoir les premiers reliefs ici de cette montagne de Reims avec cet enchaînement de côtes. Toutes ne sont pas répertoriées en effet, mais il y en a 4 pour le Grand Prix de la montagne. Regardez le final. Il y a 6 ascensions, 7 avec la dernière ligne droite, enfin l'arrivée, puisque les 500 derniers mètres sont à 8% de moyenne et ils vont faire mal, Laurent. Oui, parce que là, il va falloir s'arracher pour aller chercher la gagne. Et ça va être un effort extrêmement violent. Tous n'ont pas la capacité de le fournir. Enfin, de le fournir avec la même efficacité, avec le même objectif. Donc ce sera très disputé effectivement dans le final, surtout après l'enchaînement de ces difficultés qui ne sont pas très longues, mais c'est l'enchaînement, encore une fois, qui va certainement faire des dégâts. La montagne de Reims donc qui sera visitée sous toutes ses coutures
dans le final de cette 3e étape du Tour de France. Ce sera dans une centaine de kilomètres pour l'heure. Nous progressons toujours donc sur les routes de l'Aisne avec les coureurs du peloton et un écart stable, 5 minutes 30 avec les 5 hommes de tête. Ouais, c'est une étape quand même où on prend le temps de se détendre, on l'a vu, hein, pratiquement, même les coureurs qui sont en queue de peloton discutent. Voilà, on sait très bien que la situation va durer ainsi pendant de nombreux kilomètres encore, tant qu'une autre formation ne vient pas prêter main forte ici à Tony Martin pour réduire l'écart, il n'y a pas de danger. On peut se détendre et rester derrière. Rester attentif toutefois, parce que sur le Tour de France, on a déjà vu des coureurs être pris dans une chute par un manque d'attention. Hein. Il faut rester toujours concentré, parce que le Tour peut se perdre n'importe quand. Mais pour l'instant, c'est un moment vraiment de relax dans le peloton. Un moment relax, et d'ailleurs on va en profiter pour faire la tournée des directeurs sportifs avec Thomas Voeckler qui est aux côtés de Sébastien Hinault dans la voiture Arkea Samsic. Oui, aux côtés de Sébastien Hinault. Bon, alors je précise tout de suite qu'il n'y a aucun lien de parenté avec Bernard Hinault, hein, parce que souvent les gens se posent la question. Sébastien, bravo, vous avez réussi à mettre un coureur dans cette échappée parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait être à l'avant. Est-ce que c'est jouable aujourd'hui avec 5 minutes au moment où on parle? Ça dépend, comme tous les jours, un peu de la réaction du peloton. Pour l'instant, il n'y a que Jumbo-Visma à rouler. Ils sont décidés à collaborer, mais pas tout seuls. Je pense qu'ils attendent aussi le soutien d'autres équipes. Donc on va voir la réaction des équipes comme de Koenig, Quick-Step ou l'Atomweb qui aussi peut être intéressé par une navette un peu plus groupée aujourd'hui. Quelle consigne à Anthony là? C'est plutôt après un moment intense au début de journée, c'est de garder un peu de force pour peut-être mettre les gaz dans le final et avec les 4 autres coureurs de l'échappée, parce qu'il y a des bons coureurs avec lui. C'est exactement ça, c'est 4 bons rouleurs qui sont avec Anthony. On verra si vraiment l'écart le permet dans le final. On essaiera d'accélérer encore un peu pour essayer de maintenir l'écart et pourquoi pas jouer la gagne. Un mot sur Warren, qui est champion de France depuis maintenant 9 jours et qui pour la première fois roule sur le sol français en bleu, blanc, rouge. On sait que c'est un maillot très populaire, le maillot de champion de France. Vous lui avez glissé un petit mot à l'oreillette ou... Il n'y a pas besoin, je pense que depuis le début du tour, même en Belgique, il a ressenti les bienfaits de ce maillot. Et il va profiter de ce maillot tricolore pendant les 3 semaines. Bon, un Warren libéré, ça va nous donner du grand wawa dans la montagne, ça c'est sûr. J'espère. Merci Sébastien. Ah, ce que nous voyons là, c'est ce qu'on appelle la tour florentine de Buire. Alors pourquoi tour florentine? Parce que lointainement, elle peut faire penser à la tour du Palazzo Vecchio de Florence. En fait, il s'agit simplement d'un ancien poste d'aiguillage qui se trouve juste à proximité de l'un des principaux endroits de centre, un des grands centres de triage des chemins de fer en France. Pendant très longtemps, c'était le deuxième plus gros centre de triage après Paris. 34 voies. Un centre de triage qui date de 1948 et là voilà la rotonde, vous voyez. Donc vous imaginez aussi à côté le grand hangar sous lequel on installait les rames bien sûr. Donc cette rotonde et cette tour dite florentine de Buire. Gros poste d'aiguillage. C'était la gare d'Hirson, bien sûr. On est en train de traverser Hirson, hein. Vous avez vu les coureurs. Et voilà, on a vu tout à l'heure le peloton au cœur même de la ville. Je ne l'ai pas précisé, mais il faut dire que dans cette rotonde aujourd'hui désaffectée ont lieu un certain nombre d'événements, notamment un festival de metal rock. Je dis ça surtout pour Alex, que ça passionne toujours le metal rock, forcément. Ça s'appelle le Rotonde Festival, en l'occurrence. Le metal rock, vous voulez dire rock metal peut-être, mon cher Franck? Réponse du berger à la maison. Allez, on va retrouver un fan de rock metal, c'est Thomas Voeckler qui a peut-être déjà participé à ce festival. Thomas. Non, moi je suis plutôt de la génération Franck Ferrand. Non, j'aurais peut-être prononcé comme lui d'ailleurs. On se soutient.
Je suis en train d'essayer d'aller voir le directeur sportif Dominique Arnaud de l'équipe Total Direct Energy. Je vous dirai quand est-ce qu'il sera enclin à me répondre parce qu'il est un petit peu, il boude un petit peu de temps en temps. Hein. Donc je vais voir de quelle humeur il est. Ok, merci Thomas. Nous on retrouve Thierry avec le maillot jaune, Mike Tennyson. Ah oui, c'est rare que je sois à côté du maillot jaune, hein. Ça fait un petit moment que j'y suis. Et l'explication, eh bien, vous l'aviez à l'écran, c'est un réglage de sel pour Mike Tennyson. Petit point levé, petit pouce levé pour dire à son mécano merci. Ça a l'air d'être nickel, va retrouver sa place devant. Il n'y a que Wout van Aert qui l'attend. Voilà, petite discussion. Le récepteur et la radio marchent bien. C'est pas encore tout à fait réglé parce qu'il a appelé sa voiture. Voilà, c'est l'histoire d'un maillot jaune à l'arrière du peloton dans cette troisième étape. Ça ne va pas durer, mais bon, pendant qu'il est là, l'allure ne va pas s'accélérer. J'étais en train de réfléchir et je me disais que je pense que le peloton, en tout cas certaines équipes avaient décidé de ne pas laisser beaucoup plus d'avance à l'échappée. Mais voilà, le petit réglage mécanique, prise de bidon, voilà, c'était un bidon qu'il voulait maintenant. Mike Tennyson a un petit peu sans doute ralenti. On va voir si ça se met en marche côté peloton dans les mètres à venir. Et je rigolais en le regardant tout à l'heure Mike Tennyson en discussion avec Wout van Aert, parce que Mike Tennyson il a commencé par le cyclocross et il a arrêté le cyclocross parce qu'il a été dégoûté par un certain Wout van Aert. Les deux sont dans la même équipe maintenant, ils devaient peut-être discuter tout à l'heure de cyclocross d'ailleurs. Ouais, et ils sont copains, hein. Pas de souci. Ils sont copains, et premier et deuxième du classement général. La course fera le reste, évidemment ils ont le sourire tous les deux. Ça s'est effectivement passé sous la selle, hein, au niveau du problème pour Mike Tennyson, c'était boîtier. Vous savez, ces transpondeurs, les dossards électroniques qui permettent de les localiser en course et qui nous offrent tous ces datas, qui étaient en train de se décrocher en ce qui le concerne. Il y avait du jeu, ça fait un bruit parasite, ça agace forcément le coureur et il a été au niveau de sa voiture, donc le retirer, ça tient avec des rilsans et un petit coup de pince coupante, on n'en parle plus. Mais pour l'instant, donc, il est perdu au niveau de la géolocalisation. Le maillot jaune, mais bon, heureusement il a un maillot distinctif, donc lui on le repère de loin. On ne l'oubliera pas lui. Non, ils ne vont pas l'oublier. Et puis on peut être sûr qu'il va vouloir être devant. Wout van Aert, Mike Tennyson, les deux grands bons hommes de ce début de Tour de France. Alors ils sont copains et ils sont de la même génération, hein. Tennyson a 25 ans, Wout van Aert 24 ans. Ouais, il avait été dégoûté également par Mathieu Van Der Poel, hein, au niveau du cyclocross. Oui, c'est vrai. Mathieu Van Der Poel, qui lui ne peut pas participer au Tour de France, même si son équipe était invitée. Elle ne peut pas être invitée d'ailleurs, son équipe, puisqu'elle appartient à la 3e division du cyclisme international. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça ne lui a pas posé de problème jusqu'à présent, mais avec ce qu'il a réalisé cette année sur le début de saison au niveau de la route, et notamment sa victoire à l'Amstel, sa 4e place au Tour des Flandres, je crois que Mathieu Van Der Poel a maintenant compris que la route c'était aussi très important et qu'il pouvait être un des meilleurs coureurs sur des épreuves les plus emblématiques. Et il a envie de faire le Tour de France, il l'a dit. Donc on peut imaginer qu'il va changer d'équipe. Voilà, du cyclocross à la route, il n'y a qu'un pas avec Wout van Aert, avec Mathieu Van Der Poel et avec Dominique Arnoux, l'ancien champion du monde de cyclocross, qui est avec Thomas Vauclair pour l'équipe Total Direct Energy. Oui, Alexandre, c'est là où je voulais en venir. On parle des deux talents fous du cyclocross. Et ben moi, je suis avec un ancien champion du monde de cyclocross, mais qui a aussi été vainqueur d'étape sur le Tour de France à Saint-Sébastien en 1992. C'est Dominique Arnoux. Donc voilà, là, je t'ai brossé un petit peu dans le sens du poil. Maintenant, on va parler de la course. Paul Ourselin, premier Tour de France, une belle échappée. Oui, une belle échappée. C'était l'objectif pour Paul aujourd'hui de prendre l'échappée du départ. Voilà, on a quand même mis plusieurs kilomètres avant de se dessiner. On s'est vite rendu compte que Jumbo-Visma n'avait pas l'intention de laisser partir plus de 5 coureurs. Voilà, maintenant Paul est parti. Il y a des bons coureurs avec lui, un avantage supérieur à 5 minutes. On sait aussi que plus on va se rapprocher de Reims, plus derrière ça va rouler vite parce que les 50 derniers kilomètres sont très difficiles. Mais bon, pour l'instant c'est un bon avantage. Est-ce que Paul, au cas où cette échappée se fait rattraper, est-ce qu'il y a une stratégie peut-être pour servir, je pense à des coureurs comme Lilian Calmejane qui aiment bien ce type de parcours sur la fin, avec voilà, parce que c'est quand même sacrément difficile, c'est des petites routes, ça monte, ça descend. Bien sûr, c'est un mini Tour des Flandres sans les pavés, on va dire. Tout le monde va vouloir être devant, c'est des petites routes, et risque d'avoir certainement quelques chutes. Et bien sûr, c'est un avantage d'avoir un coureur à l'avant parce qu'on sait que c'est un final pour Anthony Turgis, pour Lilian Calmejane, Niki Terpstra. Voilà,
C'est une belle étape pour nous, une étape où les sprinteurs devraient être éliminés. Maintenant, il y a beaucoup de coureurs, des coureurs comme Julien Philippe peuvent gagner cette étape, des coureurs comme Sagan. Il y a beaucoup de monde et il va y avoir beaucoup de stress dans le peloton. Plus on va se rapprocher de la ville de Reims, plus ça va être stressant dans le peloton. Donc je pense que pour Paul, c'est mieux qu'il soit ici pour lui. En plus, c'est une échappée à 5 coureurs, vent favorable jusqu'à l'arrivée. Pour l'instant, ils ne vont pas laisser beaucoup de cartouches. Bon, merci Dominique. Merci. Ils ont parcouru un tiers de cette étape pour l'instant, les échappés. Puisque 75 km ont été couverts. À Reims, c'est dans 70 km. On parle beaucoup de Reims, donc on n'y est pas encore. Il y a encore une bonne heure et demie avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc on peut rester encore au calme et détendu dans le peloton. C'est sûr qu'à l'approche de Reims, il va falloir se mobiliser pour revenir devant et ça va devenir très tendu. On n'aura pas du tout la même physionomie de course hein, dans quelques kilomètres maintenant. On verra le peloton s'affoler un peu plus. En tout cas, la formation Astana est déjà un deuxième rideau hein, dans la roue de Tony Martin. On a bien replacé Jakob Fuglsang. D'ailleurs, tous les trains leaders sont déjà en formation avec la Groupama FDJ autour de Thibaut Pinot, juste devant la formation Ineos. Et le tenant du titre, un problème, il est à l'arrière, Thierry. Oui, bah décidément, c'est une journée où j'ai de la chance, hein, parce que bon, quand vous êtes à l'arrière du peloton, forcément, hein, ceux qui ont l'habitude d'être devant, vous ne les voyez pas souvent. Le maillot jaune, c'est rarissime. Tout à l'heure, c'était Romain Bardet. Maintenant, c'est Geraint Thomas, avec son dossard numéro 1, qui profite que pour l'instant, le rythme ne soit pas très élevé, qui en profite pour s'être arrêté et qui, avec Moscon et Luc Wow, le rouleur patenté de cette équipe Ineos, eh bien, revient dans les voitures et revient tranquillement dans le peloton. Ça signifie déjà qu'effectivement, pour l'instant, eh bien, le peloton n'a pas pris en chasse les hommes de devant, l'échappée du jour, les 5 de devant. Petite notation pour Laurent. Hein. On est maintenant sur des routes beaucoup moins larges que depuis le début de cette troisième étape. Donc il faudra toujours être un petit peu prudent. Le vent me semble un petit peu moins fort qu'en début d'étape. Merci pour ces précisions, Thierry. Effectivement, oui, le maillot jaune s'arrête. Enfin, non, le maillot jaune, non, pardon. Le vainqueur sortant du Tour de France s'arrête à peu près seul. Donc on est loin d'être dans une phase de course intense où on doit rester à l'avant et concentré. L'échappée est maîtrisée par un seul homme pour l'instant. On gère les cas. Et on attend du renfort du côté du team Jumbo-Visma. Un renfort qui va tarder à venir encore. Hein. Et pour l'instant, donc, le vent, 3/4 favorable qui porte l'échappée. 6 minutes d'avance. Alors, du renfort, oui, pour l'équipe Jumbo-Visma. De qui peut-il venir, ce renfort, Laurent ? Je pense qu'il peut venir en premier lieu de l'équipe de Koenig pour Quick-Step, pour Julien Lafilippe. Et ce sera annoncé la couleur. On sait qu'il a une pancarte énorme dans le dos. Peut-être ne vont-ils pas le faire. Je ne suis pas certain que ce soit les premiers à vraiment y aller. Alors Valverde peut gagner cette étape aussi parce que c'est un terrain qui lui convient bien et la forme est là. Mais la Movistar est là pour d'abord le classement général avec Quintana. Donc pas sûr qu'on fasse le choix d'aller griller des cartouches aujourd'hui. Ouais, il peut venir de Van Avermaet, pourquoi pas. Oui, la CCC. La CCC qui aujourd'hui a une belle opportunité. Van Avermaet marche bien. Il y a ces maillots de grimpeurs qu'il peut perdre pour le coup parce que les hommes à l'avant vont le détrôner si jamais il passe en tête les différentes difficultés. Donc je pense qu'il peut venir surtout de là et puis surtout Van Avermaet a ce punch pour gagner au sommet d'une côte comme ça. On dit que c'est une petite classique, un petit Tour des Flandres, mais il n'a jamais gagné le Tour des Flandres. Mais enfin, c'est des caractéristiques qui sont les siennes. Il peut venir de la Sunweb pour Matthews, qui normalement sur ce type de profil va tirer son épingle du jeu. Et de Labora également. Voilà, j'allais le dire, Labora de Peter Sagan évidemment. Ils sont nombreux à pouvoir remporter cette étape. Hein. Je pense qu'il y aura concertation dans les voitures, comme cela arrive souvent, entre les directeurs sportifs, des coureurs, des prétendants que l'on vient de citer, où chacun va pouvoir peut-être mettre un coureur de façon à partager les risques et à partager la tâche aussi. On va mettre un coureur de 3-4 formations peut-être pour essayer d'équilibrer les forces et de revenir progressivement sur les zones de tête.
Jacob Fuglsang, ici on le voit. Hein. Rassuré pour le Danois, le coureur danois qui avait bien mal débuté ce Tour de France. Il est tombé lors de la première étape, mais tout va bien pour lui. Souvent malchanceux. En apparence, tout va bien. Après, on sait aussi, vous savez aussi Marion, le deuxième jour après une chute, c'est souvent la journée la plus difficile. Et c'est aussi la journée où on voit cette équipe Astana juste derrière l'équipe qui roule. Donc je pense qu'on a envie aussi de montrer à tout le monde que Fuglsang va bien. D'ailleurs, c'est ce que l'on dit. Mais peut-être que dans son fort intérieur, il est courbaturé aujourd'hui, c'est certain même. Il est touché, mais il a besoin de montrer que c'est pas si grave. Alors j'ai dit une bêtise, c'est l'occasion de faire une rectification. L'équipe Corendon Circus, l'équipe de Mathieu Van Der Poel, appartient bien à la Continental Pro, soit la 2e division et non pas la 3e du cyclisme international. Donc elle pourrait, si une invitation lui était attribuée, participer au Tour de France, mais évidemment ce n'est pas le cas. D'ailleurs, l'équipe de Mathieu Van Der Poel n'a pas sollicité d'invitation auprès des organisateurs des 3 grands tours. Dans cette formation, Corendon a participé au Tour des Flandres cette année. Elle n'était pas sur Paris-Roubaix, mais pourquoi pas les voir les prochaines années. Si on veut en tout cas se payer le luxe d'avoir Mathieu Van Der Poel au départ, eh bien ça passera par là. Magnus Cort Nielsen, 2e position. Toujours dans la roue de Tony Martin. Il aime bien Martin, comme ça, impressionner son monde, rouler devant, mettre des coups d'accélération. Très certainement que demain, au départ de l'étape, on va lui dire oh, hier comment tu as roulé. Ils seront nombreux, je pense, à lui dire mais tu marches fort, tu nous as mis un tempo. Ça fait toujours plaisir quand on est coureur et quand on est mis à contribution, comme c'est le cas pour lui. Ça fait toujours plaisir d'avoir le retour de ses pairs, de ses collègues. Tony Martin qui a remporté 5 étapes sur le Tour de France dans sa longue carrière, mais pas que les contre-la-montre. Il avait notamment remporté une très belle étape en ligne. C'était en 2015 entre Serein et Cambrai avec plusieurs secteurs pavés sur le parcours. Oui. Et d'ailleurs, il avait porté cette année-là le maillot jaune, un maillot jaune qu'il avait dû abandonner 2 jours plus tard après une chute survenue dans le final de l'étape entre Abbeville et Le Havre. Fait partie, Tony Martin, de ces coureurs qui ont abandonné avec le maillot jaune sur les épaules, qui ont abandonné le Tour de France. Oui, c'était Zdenek Stibar qui avait remporté l'étape, un coéquipier à Tony Martin de mémoire, et il était tombé, lui, c'est vrai, le kilomètre de l'arrivée, il avait passé la ligne, poussé par ses coéquipiers avec une fracture de la clavicule. Il n'avait pas pris le départ de Livaro le lendemain. 133 km encore à parcourir dans cette 3e étape du Tour de France. On marque une petite pause et on revient sur la route du Tour en direct. Restez avec nous.
Le Tour de France avec Leclerc, partenaire majeur. Votre direct avec Alltrix et son partenaire de livraison, Mondial Relais. Le Tour de France avec Skoda, partenaire officiel depuis 16 ans. Retour en direct sur la route du Tour de France. 132 km encore à parcourir. Les coureurs sont toujours dans le département de l'Aisne. Et les hommes de tête se rapprochent du sprint intermédiaire situé à Dizy-le-Gros. 6 minutes d'avance pour les 5 hommes de tête. Par rapport au peloton, toujours emmené par Tony Martin. Tony Martin qui mène ce peloton depuis 70 km, 80 km maintenant. À la poursuite donc des 5 hommes de tête qui maintiennent un écart intéressant. 6 minutes d'avance. On rappelle la composition de ce groupe de tête. Tim Wellens pour la formation Lotto Soudal, Anthony Delaplace pour l'équipe Arkea Samsic. Il y a également Paul Ourselin pour la formation Total Direct Énergie. Pour l'équipe Arkea Samsic, c'est Anthony Delaplace. Et le 5e, c'est Johan Ofredo pour l'équipe Wanty Gobert. Et ces agriculteurs de laine qui nous saluent avec leurs petites vaches sympathiques à côté de l'incontournable maillot jaune dont on célèbre cette année les 100 ans et que nous allons retrouver comme ça tout le long de la route. Et une nouvelle physionomie quand même en tête de peloton. On a vu la formation de Koenig placer un homme également. On annonce la couleur. C'est intéressant. On va en reparler. Mais juste avant, on retrouve Thomas Voeckler qui continue sa tournée des directeurs sportifs. Il est avec Alain Deleuil de l'équipe Cofidis. Oui, avec Alain Deleuil, exactement. Déjà, je voulais féliciter l'équipe Cofidis pour ce beau contre-la-montre, Alain, réalisé hier par équipe. Oui, merci Thomas. Oui, effectivement, on a réalisé un bon contre-la-montre. C'est à l'image un petit peu de ce début du Tour de France où on a eu une échappée de Bérane et puis Rossetto en solitaire et puis un beau contre-la-montre. Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait un contre-la-montre par équipe comme ça. Les coureurs étaient très motivés et ils ont pris beaucoup de plaisir. Et puis aujourd'hui, encore une fois, avec Stéphane Rossetto à l'avant de la course. Ouais, là, actuellement, il y a à peu près 6 minutes. Marion Rousse a annoncé juste à l'instant, avant que je vous pose la première question, que De Koenig Quick-Step avait mis un coureur avec les Jumbo-Visma. C'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, mais on s'attendait à ça. De toute façon, c'est clair que l'écart n'allait pas grimper comme ça, donc aussi facilement que ça. Donc je pense que Tony Martin, qui régulait l'allure du peloton depuis le départ, attendait l'aide éventuelle d'une autre équipe. Dernière question, au niveau des sprints purs sur le plat, on sait que Christophe Laporte a peut-être un petit déficit par rapport aux tout meilleurs mondiaux. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un terrain à sa convenance ou c'est peut-être un peu trop dur au contraire? Je pense que Christophe a de très bonnes jambes. Hier il a été une des locomotives dans le contre-la-montre par équipe, donc il était très bien. Mais je pense que c'est peut-être un tout petit peu trop dur pour lui aujourd'hui. Donc on lui a demandé au briefing de suivre éventuellement, mais de ne pas se mettre non plus dans le rouge. Il y a encore des jours meilleurs pour lui, donc voilà. L'image de l'équipe pour l'instant, les gars sont combatifs, ils sont à l'avant, ils font un très beau début de Tour de France. Donc continuons comme ça, et comme je disais au premier jour, sans tomber dans l'excès et dans l'euphorie. Alors en fait, je dis que c'était ma dernière question, mais j'en ai encore une en stock. C'est au sujet. Bon, ben voilà, dans la presse papier aujourd'hui, on annonce la venue d'Elia Viviani, qui court actuellement dans l'équipe de Koenig Quick-Step, qui est présent sur ce Tour de France. Est-ce que vous nous confirmez cette information d'un quotidien, ou alors je sais un petit peu ce que vous allez me répondre, mais je veux l'entendre de votre bouche, Alain. Non, je vous répondrai que voilà, oui, il y a des rumeurs persistantes, comme quoi Viviani viendrait chez nous. Le marché des transferts est ouvert à partir du 1er août et on verra au 1er août ce qu'on peut, si réellement Viviani vient chez nous. Bon nous en tout cas chez France Télévisions on a un esprit d'équipe et avec Thierry Adam on se serre les coudes parce qu'il ne va pas vous lâcher. Je crois qu'il a quelques petites infos et je crois qu'il va de son côté aller à la pêche aux informations, mais du côté de la voiture derrière le peloton. On ne va pas vous lâcher comme ça les copains. D'accord. Bon, merci Alain. Merci Thomas. On a compris évidemment que voilà, les contacts étaient avancés, en tout cas existaient entre Cofidis et Viviani. La connexion est établie. Voilà, la connexion est établie. Et Thomas, profitez-en, travaillez-le au corps, Alain Deleuil ou Cédric Vasseur si vous le voyez, parce qu'on veut l'info en exclusivité. Ce serait votre premier scoop, Thomas Voeckler. Oui, mais enfin, Thierry Adam a quand même... moi, j'ai peut-être des relations encore avec les coureurs que j'ai côtoyés il y a 2 ans dans le peloton. Mais Thierry Adam a un tel réseau que je suis très loin d'avoir les scoops que peut avoir Thierry. C'est lui aujourd'hui qui va vous donner la vraie grande info. Eh bien, on y va. Thierry, Viviani chez Cofidis. Info, intox?
Viviani à mes côtés. Ça, c'est une info. Ah bah demandez-lui. La certitude, c'est que c'est avec son maillot de Koenig pour l'instant. Hein. Alors, avant d'ouvrir la parenthèse un peu des rumeurs, là, il y a eu une vraie accélération. La route est beaucoup, à la sortie de Plomion, la route est quand même beaucoup moins large. C'était assez compliqué. Il y avait un petit peu de vent qui avait de nouveau forci. Terrain un petit peu plus plat. Et il y a Richie Porte là, qui a galéré pendant 7-8 km parce qu'il s'est arrêté sur le bord de la route. Le peloton va vite et il n'est toujours pas rentré dans le peloton. Et on a fait attendre 2 coéquipiers. Petit moment un petit peu de doute et de stress pour l'Australien Richie Porte qui est encore à 200 mètres de l'arrière du peloton. Peloton qui a accéléré évidemment. Maintenant il y a 2 équipes qui roulent devant le peloton. Alors à la rumeur, vous savez qu'on ne peut pas parler de transfert avant le 1er août, mais évidemment, on discute régulièrement avec les managers d'équipe. Cédric Vasseur nous a confirmé qu'il était en contact avec 2 grands coureurs, un sprinter pour remplacer Nasser Bouhanni, ça c'est sûr, qui va quitter l'équipe Cofidis, et puis un coureur à étapes. Les seules informations que je peux vous donner, c'est que c'est un coureur à étapes français, un coureur de course d'une semaine qui a déjà brillé sur le Tour de France, un coureur qui est très intelligent et coureur qui en plus correspond tout à fait au profil de Cédric Vasseur. J'en ai déduit que Guillaume Martin avait le profil pour peut-être être en contact avec l'équipe Cofidis. Merci Thierry pour ces infos. Effectivement, 2 belles recrues peut-être à venir pour l'équipe Cofidis. En tout cas, si on s'en tient au sol, Elia Viviani, c'est un gros poisson. Hein, Elia Viviani, c'est quand même 5 victoires d'étape sur le Giro, 3 victoires d'étape sur la Vuelta. Pas encore sur le Tour de France, mais ça va peut-être revenir. Demain à Nancy, pourquoi pas, des victoires à notamment la Bretagne classique. Bref, un immense sprinter et puis un grand pistard également, champion olympique à Rio de l'Omnium, Elia Viviani. Nous parlions tout à l'heure d'églises fortifiées. Vous voyez ici l'église Saint-Martin de Nancelle-la-Cour, comme celle Notre-Dame de Plomion que nous avons aperçue tout à l'heure. Vous l'avez vu en bas sur la droite de votre écran. Ça fait partie de ces monuments considérés comme patrimoine en péril. Vous savez que Stéphane Bern, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le président de la République, a choisi l'année dernière, à l'issue du premier tirage, du premier loto du patrimoine, 270 monuments qui font donc partie de cette liste patrimoine en péril. Eh bien, hélas, si je puis dire, l'église de Plomion et celle de Nancelle-la-Cour, ces 2 églises fortifiées en briques, avec leurs tours fortifiées, avec leurs pierres bleues de Thiérache, ces églises font partie, hélas, de cette liste. C'est l'occasion de saluer le travail de Stéphane Bern, de saluer le travail de la Fondation du patrimoine qui chaque jour lutte pour sauver ce patrimoine. Alors, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est acheter des tickets du loto patrimoine. Et une crevaison pour un équipier de Julien Alaphilippe à l'arrière, Thierry. Oui, crevaison, on a même changé la roue complètement, roue arrière, pour Maximilian Richese. Le coureur italien qui du coup ça va peut-être un peu ralentir de nouveau le peloton parce que quand vous avez un coéquipier, alors les oreillettes ça fonctionne, vous avez un coéquipier qui est resté un long moment sur le côté, eh bien c'est un petit peu, j'ai dit italien, argentin, hein, Maximilian Richese, autant pour moi, forcément ça peut un petit peu désorganiser pour l'instant la poursuite du peloton qui est à moitié entamé sans être complètement entamé. Ça dépend un petit peu du profil des taux ondulés du jour sur le parcours. La petite chose quand même, c'est que d'un seul coup, c'est beaucoup plus nerveux dans les voitures des directeurs sportifs. Ça, c'est des choses qu'on sent quand on est juste derrière le peloton. Et là, d'un seul coup, c'est monté d'un ton, c'est plus nerveux. Ça veut dire qu'il va se passer des choses forcément dans les minutes qui suivent. En tout cas, on a mis 2 machines à rouler hein, avec Tony Martin et on a vu le garçon de la Deceuninck Quick-Step, c'est Kasper Asgreen. Et oui, le champion du Danemark du contre-la-montre, Kasper Asgreen, très en vue hier, à l'occasion du contre-la-montre que l'équipe de Koenig Quick-Step a terminé à la 3e place, dans la même seconde que la formation Ineos. Alors comment ça se passe la poursuite? Alors d'abord l'équipe du maillot jaune bien sûr qui contrôle le peloton, qui assume sa responsabilité à ce niveau et puis qui gère l'écart de façon à inciter, plutôt sera le mieux, une autre formation à venir collaborer, une ou plusieurs. Évidemment, Julien Alaphilippe étant dans toutes les bouches ce matin comme
le favori pour remporter cette étape. C'est un tracé pour lui dans le final. Et bien l'équipe Quick-Step, de Koenig Quick-Step, assume également ce statut et envoie un homme, mais ça n'est pas suffisant. Il va falloir que d'autres formations peut-être disent aussi, bon, mais nous aussi on a envie de revenir. Alaphilippe, oui, certes, il est costaud, il sera peut-être dur à battre, mais il est loin d'avoir gagné, on y croit. Ça peut être le cas de la Sunweb, ça peut être le cas de la Sunweb pour Matthews, de Bora pour Sagan, ou pourquoi pas de Bahreïn pour Colbrelli, qui peut, à mon avis, tirer son épingle du jeu aussi aujourd'hui. Donc il y aura certainement d'autres coéquipiers comme ça, d'autres pions qui vont venir collaborer avec les deux hommes qui roulent en tête du peloton pour l'instant. Parce qu'à deux, évidemment, réduire à 5 minutes 30, c'est pas possible encore. L'équipe Dimension Data également a placé les hommes à l'avant. Une équipe qui, dans ses rangs, eh bien, compte un certain Valgoa Senagen, le coureur norvégien, qui est capable, pourquoi pas, de passer les bosses de la montagne de Reims dans le final, même si ce sera plus difficile pour lui que pour les pure punchers, évidemment. Alors, il est capable, oui, de s'accrocher, de passer, mais alors l'arrivée, quand même. Hein. Elle est raide. Hein. Ouais, quand on voit la ligne d'arrivée, ça va être très beau, hein, les images, hein, parce qu'on voit la ligne, et puis derrière, ça plonge. Quand on est juste après la ligne, donc ça veut dire qu'ils arrivent du trou quand même. Ils vont monter, c'est raide, la dernière ligne droite est raide, elle n'est pas longue mais elle est raide. Et là pour le coup, Boisson-Hagen, c'est pas forcément non plus le meilleur aujourd'hui. Il a été très très bon sur ce genre de profil, mais il est un petit peu dominé maintenant. Allez, 124 km à parcourir dans cette 3e étape du Tour de France. On va s'intéresser à un homme qui fait parler de lui depuis le départ de ce Tour de France et que l'on suit avec attention avec nos équipes de France Télévisions, notamment Arnaud Matteoli. C'est Stéphane Rossetto, échappé aujourd'hui et échappé également lors de la première étape tracée au Tour de Bruxelles. Stéphane Rossetto avait relancé l'allure une fois les échappées matinales a repris. Et Stéphane Rossetto s'était lancé dans un Barou formidable, repris à 10 km seulement de l'arrivée à Bruxelles. Il avait été récompensé par le prix de la combativité. Et regardez les minutes qui ont suivi cette étape, cette première étape pour Stéphane Rossetto, qui découvrait d'ailleurs à cette occasion le Tour de France. Des images signées Arnaud Matteoli, bien sûr. Votre premier Tour de France, oui. Tout dit sur vous, 32 ans et que du bonheur de voir devant. Bah ouais, d'habitude je vous écoute à la radio, mais cette année, donc c'est cool. Good job, qu'a dit la femme. Good job, man. C'est bien ça, votre truc ? Ouais, c'est cool, bah oui. C'est bien, c'est ça. Ok, d'accord. Merci les gars. Ouais. À demain, hein. À bloc. Le tour, c'est quand même le tour. Hein. Peut-être voir le patron quand même. Ouais, il va arriver. Bravo. Les chaussures. Merci. Mieux que rien. Ah ouais. Vas-y, repose-toi. Bien joué. Merci. Bien, beau boulot. Beau boulot. Bruxelles en plus, c'est marqué dessus. C'est marqué Bruxelles. Voilà des images signées Arnaud Matteoli, Julien Delage et Stéphane Malin au montage. Des images rafraîchissantes parce que voilà, on peut avoir 32 ans, découvrir le Tour de France et puis garder des yeux d'enfant. C'est un peu ce que l'impression que donne Stéphane Rossetto à l'occasion de cette première journée. Oui, puis pour son premier Tour de France, première étape, et on monte déjà sur le podium, donc ça restera une journée très particulière pour Stéphane Rossetto. On l'a déjà rappelé, mais Stéphane Rossetto, c'est quelqu'un de très attachant, très sympa comme coureur, et puis surtout qui n'a pas peur de partir, de jeter dans des grandes échappées. C'est un excellent rouleur. Et voilà, il nous démontre depuis le début de ce Tour de France des grandes qualités. Et puis on l'a rappelé tout à l'heure, mais il y a le prix du super combatif, pourquoi pas aller chercher pour Stéphane Rossetto et Johan Offredo aussi, pourquoi pas, même s'il y reste de nombreux kilomètres à faire. Et moi j'ai bien aimé les 3 mots que lui adressait Cédric Vasseur, repose-toi maintenant. Ça veut tout dire. Hein.
il découvre le Tour. Il est euphorique. Oui, il est euphorique. Puis c'est vrai que le protocole, on y reste, il y a les interviews, etc. On est sur les jambes. Après l'effort qu'il avait consenti le premier jour, c'est pas le même temps de récupération. Vous savez, quand vous êtes au protocole, vous perdez rapidement 30 minutes, 45 minutes, ça semble rien du tout. Mais au bout de 3 semaines, ça fait une demi-journée de repos en moins. Et ça compte. Et donc le conseil de Cédric Vasseur, il était très judicieux. Repose-toi maintenant, parce que le Tour, effectivement, c'est le Tour. Le Tour, c'est très dur. Et jour après jour, la fatigue, elle s'accumule. Quand on le découvre et qu'on en est euphorique, comme c'est le cas de Stéphane, c'est très bien, mais il faut aussi penser à s'accorder des temps de récupération pour durer et rester bon jusqu'au bout. Le repos, d'ailleurs, a été de courte durée pour Stéphane Rossetto. Hier, il était l'un des coureurs Cofidis à passer les très gros relais dans le contre-la-montre par équipe. Et aujourd'hui, il est de nouveau à l'avant. Stéphane Rossetto. Et on a appris plein de choses sur le coureur francilien grâce à Marion Rousse et grâce à Thomas Voeckler avec des anecdotes bien senties. Encore une petite église en partie fortifiée, l'église Saint-Martin de Chaours, qui est une église du XIIIe siècle. Assez belle dans son genre. Il faudrait pouvoir entrer dans l'église pour voir la splendeur du carrelage, puisque dans le chœur, vous avez un carrelage qui provient de la chartreuse du Val-Saint-Pierre, qui est une pure merveille et qui justifie à lui seul le détour par cette jolie petite église. Allez, l'avance des hommes de tête, toujours 5 minutes par rapport au peloton. Mais où est passé Tony Martin, Thierry? Eh oui, vous avez perdu l'homme qui était censé organiser, en tout cas qui l'organisait depuis un long moment et qui jugeait et jaugeait, mais voilà, victime d'un ennui mécanique. J'ai cru que c'était une crevaison, mais c'est un ennui mécanique. Et là, il a failli un petit peu en colère, là, Tony Martin, si vous l'avez à l'écran, parce que le pilote de la voiture rouge devant lui, qui emmène un commissaire, lui a fait un petit écart. Il n'a pas aimé, c'est normal, parce qu'il s'est un peu énervé. Il a fallu qu'il descende du vélo à hauteur de sa voiture Jumbo-Visma pour régler le dérailleur. Je pense que c'était un problème de dérailleur. Il faut dire que vu la puissance des cuisses et du mollet, il emmène toujours du lourd, Tony Martin, qui est revenu au même niveau que lui. Je ne suis même pas sûr, je crois même qu'il a changé de vélo d'ailleurs, Tony Martin. Ouais, ah oui, il a changé de vélo, Tony Martin. Donc du coup, il n'est pas devant, il est derrière. Il est à 100 mètres, 150 mètres de l'arrière du peloton. Donc vous avez perdu votre pilote du jour, pilote de peloton. Ils l'ont remplacé en fait. L'équipe Jumbo-Visma assure l'intérim. En l'absence de Tony Martin, on a mis un autre coureur pour relayer Casper Asgreen. Évidemment, l'objectif, c'est maintenant de réduire cet écart. Eh bien, pour les Jumbo-Visma, c'est un double titre pour conserver le maillot jaune et pourquoi pas essayer d'aller chercher la victoire avec Van Aert, avec Tonissen. On verra tout à l'heure, mais voilà, on n'a pas laissé tomber la poursuite pour autant. Et il me semble avoir vu un coureur de la formation Sunweb à l'avant du peloton. Ah non, c'est le champion de Norvège. Seul champion de Norvège, oui, coéquipier du maillot jaune. Oui, les couleurs se confondent. C'est Amund Jansen. Non, mais c'était. Ça arrive, Alex. C'était volontaire, c'était pour distraire un peu Marion. Oui. Voilà. Faut nous tester. Vous vouliez voir si on suivait. J'ai bon dos aujourd'hui. C'est réussi. C'est ma journée. Allez, voilà, il revient. Alors là, poussez-vous. Il veut passer devant. J'ai un boulot à faire en tête. Oui, le bon plan, c'est de prendre la roue du garde républicain qui va tenter de remonter pour aller signaler le prochain danger et qui va lui ouvrir la route côté gauche. Les coureurs, souvent, lorsqu'on voit un coureur qui a été victime d'un ennui mécanique et qui essaye de rentrer pour aller faire son boulot en tête de peloton, on le laisse passer volontiers. Chose qu'on ne fera pas dans quelques kilomètres quand on arrivera évidemment dans les parties un peu plus difficiles, où là, ça va être vraiment la guerre au sein du peloton. À l'approche de la montagne de Reims, que les coureurs vont traverser à l'occasion des 50 derniers kilomètres. Sur des petites routes, souvent très pentues. Il y aura du spectacle. C'est l'une des étapes très intéressantes de cette première semaine de course sur le Tour de France. Il y en aura d'autres, bien sûr, avec l'étape de Colmar mercredi, avec 3 belles bosses dans le final, 3 petits cols même, on peut les appeler ainsi. Et puis jeudi, bien évidemment, la grande traversée des Vosges, avec l'arrivée à la désormais mythique planche des belles filles dans les Vosges saunoises. Ça nous change un peu des parcours traditionnels où on avait 4, 5, voire 6 sprints dans la première semaine. Là, c'est pas le cas. Nous traversons le village de Montcornet. Nous y arrivons, en tout cas le peloton y arrive. Montcornet, évidemment, ça donne immédiatement des frissons à tous les amoureux d'histoire. Ça fait penser au général de Gaulle. Et oui, aux événements du 17 mai 1940. Vous savez que le 10 mai 1940,
les Allemands lancent leur grande offensive à travers les Ardennes. Le moins qu'on puisse dire est que l'armée française est de toutes parts débordée par cette offensive, ce lien très fort que les Allemands ont établi entre les blindés et l'aviation. Et il y a un colonel de l'armée française qui va lancer une contre-offensive, une des rares contre-offensives de cette terrible, de cette douloureuse campagne de France. C'est donc le colonel de Gaulle. Il n'est pas encore général de brigade à l'époque, on est le 17 mai 1940. Et à la tête de 5000 hommes, 85 chars, à la tête donc de la 4e division cuirassée, le colonel de Gaulle va tenir tête aux Allemands, pas pendant très longtemps, mais il y a d'incontestables réussites dans cette campagne. Et puis finalement, l'ordre viendra d'en haut de reculer, puisqu'on n'aura fait que ça pendant toute cette campagne. C'est l'occasion aussi de dire que cette bataille de France, cette bataille de 1940, n'a pas été simplement une course-poursuite à travers la France, hein, qu'il y a eu beaucoup de combats, des combats sanglants, qu'énormément de morts sont restés sur le terrain. Ça a été terrible ce qui s'est passé au printemps 1940 et c'est soldé par la terrible défaite que vous savez. Donc nous sommes à Montcornet, lieu de gloire pour le colonel de Gaulle. Et voici l'église Saint-Martin de Montcornet. Vous voyez qu'elle est très particulière avec son plan en croix grecque. Vous voyez que le transept est quasiment aussi long que la nef, chœur compris. Et vous avez ces 8 tourelles, dont les 4 qui sont aux angles du transept, qui lui donnent ce côté très fortifié, très étonnant. On dit que ce seraient des Templiers qui auraient bâti cette église. Et à l'écart 10 minutes, on est passé sous les 5 minutes, largement même, hein, 4 minutes 20 d'avance pour les hommes de tête. Alors qu'on se rapproche du sprint intermédiaire qui interviendra à 113 km de l'arrivée. À Dizy-le-Gros, exactement. Tout au sud du département de l'Aisne. Alors évidemment, les nombreux points seront distribués avec les 5 hommes de tête, mais il y en aura quelques-uns à aller grappiller tout de même. Des points importants qu'on peut imaginer Peter Sagan aller disputer. Oui, c'est obligé. 5 coureurs en tête, les 15 premiers marquent des points, donc les 10 premiers du peloton vont se livrer bataille ici, au sprint. Il existe toute une route, hein. Il faut savoir qu'on peut suivre une route qui fait pas mal qui est assez longue, sur ces églises fortifiées de la Thiérache. Vous les voyez, ces églises qui sont assez particulières, hein, puisqu'effectivement elles tiennent autant quasiment du château fort que de l'église elle-même, avec des appareils de briques souvent assez particuliers, ornementaux. Vous venez de voir là une très jolie échauguette sur trompe. Vous voyez ces tours d'angle ou ces clochers, enfin ces toits en poivrière. Ça donne souvent des édifices qui sont particulièrement touchants parce qu'ils nous rappellent la violence de tous ces siècles. Hein. Ils nous rappellent à quel point pour les populations locales, pouvoir venir se réfugier dans l'église et défendre ce qui pouvait l'être était vital à l'époque. Ces églises fortifiées de Thiérache dont, je le disais tout à l'heure, un certain nombre sont en mauvais état. Il faut les sauver absolument. Le pauvre Benoît Connefroy, là, il est bien amoché depuis sa chute du premier jour. 5 points de suture au menton. Benoît Connefroy qui était déjà tombé lors du championnat de France, qui s'était déjà fait très mal. Alors du côté droit, cette fois il est tombé du côté gauche. Il a fait mieux que Fuglsang. Fuglsang c'est 3 points à l'arcade, lui c'est 5 au menton. Et évidemment il porte un énorme pansement. Il faut protéger la blessure parce que à cet endroit c'est permis. Au niveau de l'arcade c'est plus compliqué. Il faut garder quand même une bonne vision. Mais la protéger parce que quand on roule à bicyclette, entre la transpiration et puis la poussière qu'il y a dans l'air ambiant, à mesure que les véhicules et notamment les cyclistes passent et qu'ils soulèvent, ça peut s'infecter rapidement une blessure. Et ça peut devenir très problématique par la suite. En tout cas, il s'en souviendra de cette première étape, lui qui dispute son premier Tour de France. Oui, fait partie des 33 néophytes, c'est-à-dire les coureurs qui découvrent le Tour de France cette année. Allez, 4 minutes d'avance pour les 5 hommes de tête emmenés par Tim Wellens de la formation Lotto Soudal. J'ai retrouvé la petite fiche que m'avait faite Cathy Soie
sur cette route des églises fortifiées de Thiérache. Elle fait 150 km de long. C'est un circuit de 150 km qui vous permet de voir à travers tout le département de l'Aisne et jusqu'à Charleville-Mézières, qui vous permet de voir ces différentes églises. Les hommes de tête qui sont à proximité de Dizy-le-Gros. D'ailleurs, on est à 1 km. 1 km exactement du sprint intermédiaire. Regardez avec cette animation 3D. Le groupe emmené par Tim Wellens, donc, qui se rapproche de la ligne de ce sprint intermédiaire. Le peloton, un peu plus de 4 minutes. Alors, sur la ligne, il y aura 20 points pour celui qui passera en tête. Les 15 premiers marquent des points. Dans ce classement du maillot vert, parmi les hommes dans l'échappée, seul un coureur a déjà marqué des points, c'est Tim Wellens, justement. Il est 14e, il a 7 points au classement du maillot vert. C'est anecdotique, mais ce n'est pas un objectif véritablement pour lui. Mais il n'y a pas de petit profit. Et quand on est dans une échappée, eh bien, passer en tête sur un sprint, ça permet également d'aller chercher une prime. Les 3 premiers auront une prime. Ici, c'est le cas tous les jours d'ailleurs au sprint intermédiaire. 1500, 1000 et 500 euros. Donc on risque d'assister à un sprint. Pourquoi pas entre ces 5-là, mais c'est sûr en tout cas en tête du peloton parce que le maillot vert est en jeu. Et le maillot vert, c'est une lutte de tous les jours au sprint intermédiaire et aux arrivées. Hormis sur les contre-la-montre par équipe, comme c'était le cas hier, où 0 points ont été distribués dans le classement du vert et pour les grimpeurs. Mais sur le contre-la-montre individuel de Pau, il y aura des points également. Stéphane Rossetto à l'avant. Paul Ourselin en 2e position pour l'équipe Total Direct Energy. On est à 300 mètres de la ligne. Dizy-le-Gros, là où a été tracée la ligne de ce sprint. Dernier village de l'Aisne. Ensuite, les coureurs... enfin, dernier village, non. On fera une toute petite incursion dans les Ardennes. On reviendra dans l'Aisne avant de... On vient sprinter l'air de rien. Je le voyais faire. Stéphane Rossetto, il accélérait. Mine de rien, hein, si jamais personne ne passe, j'y vais, je les prends. Ils ont fait style, non, on ne veut pas faire le sprint. Et puis voilà, dans les 50 derniers mètres, ils étaient à 3 à vouloir se disputer la prime. C'est pour mettre un petit peu de monnaie dans la cagnotte. L'équipe. Paul Ourselin donc qui est passé en tête à Dizy-le-Gros. On va retrouver nous Thierry avec des soucis pour André Greipel. Ouais, alors que le peloton vient d'entrer, vient de passer devant le panneau indiquant sprint à 3 km. C'est un petit peu embêtant parce que sprinter c'est son truc. Le coureur allemand dans le team désormais Arca Samsic. Et André Greipel a été obligé de s'arrêter là juste avant le panneau indiquant les kilomètres, le sprint à 5 km. Et il a été obligé de changer de vélo en nuit mécanique. Il a pensé prendre son bidon pour changer de vélo et c'est Maxime Bouet qui l'attend. Mais bon, je ne l'aperçois pas tout à fait s'il est dans mon rétroviseur. Mais enfin bon, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Il va falloir repasser tout le peloton pour venir éventuellement disputer quelques points pour le classement par points. Merci Thierry. André Greipel, 11 victoires d'étape sur le Tour de France. Personne n'a fait mieux parmi tous les coureurs engagés dans ce 106e Tour de France. Personne n'a fait mieux, mais il y a un coureur qui a fait aussi bien, c'est Peter Sagan. 11 victoires d'étape également sur le Tour pour Peter Sagan, qui sera l'un des hommes à suivre, bien sûr, dans le final de cette étape. Il y a eu une arrivée au sprint sur ce Tour de France. Et bien André Greipel a pris seulement la 18e place. C'était samedi à Bruxelles, bien sûr. Un sprint évidemment particulier. On n'avait pas vraiment un train qui avait réussi à emmener dans les meilleures positions possibles un sprinter. Et puis cette chute qui a désorganisé de Dylan Groenewegen à moins de 2 km de l'arrivée. Et voilà, une occasion de manquer pour André Greipel. Greipel, il n'allait pas de toute façon se mêler à la lutte ici dans ce sprint. On le sent un petit peu moins percutant quand même depuis le début de cette année, seulement une victoire. Quand on a gagné 11 fois sur le Tour de France et qu'on a été un des tout meilleurs
peloton. On se souvient cette année où il a remporté 4 victoires sur le Tour. Eh bien, il est assez loin quand même de ce niveau. Et le maillot vert, ça n'est pas son objectif. Donc le sprint intermédiaire, je pense qu'il ne va pas s'y intéresser. Ce sera davantage pour l'étape de demain. L'arrivée à Nancy. Et on l'a reconnu en queue de peloton, le coup de pédale saccadé de Julien Alaphilippe, qui va se désintéresser du sprint intermédiaire, contrairement à Peter Sagan, qui est emmené par Danielos. Et Sagan, Colbrelli, Matthews, Viviani, voilà les sprinteurs intéressés par le maillot vert qui vont se livrer bataille donc pour les points restants. Il y aura 10 points pour celui qui passera en tête. Et Morkov qui emmène Viviani, qui lance le sprint. On sprint pour la 6e place. Et effectivement, confirmation avec ce petit graphique. Laurent, 10 points à prendre pour le 6e. Viviani, Peter Sagan qui ne va pas contester cette 6e place à Elia Viviani. Viviani qui remporte le sprint du peloton devant Sagan. Colbrelli, Matthews, merci. Et Sagan qui maintenant est plus que virtuel maillot vert, il est maillot vert. Puisque le maillot jaune évidemment ne s'est pas mêlé à la lutte et ils étaient à égalité de points au classement du maillot vert. Donc voilà, Peter Sagan seul en tête. Et puis il n'y a pas de bonification bien évidemment sur ces sprints intermédiaires. Il y en aura lors du point bonus au sommet de la côte de Mutigny. Alors on n'a pas vu Dylan Groenewegen dans ce sprint pour la 6e place, normal, parce qu'il a connu des soucis, Thierry. Ouais, c'est un début de tour un peu compliqué sur le plan personnel pour Dylan Groenewegen, le néerlandais, même s'il est dans l'équipe qui a le maillot jaune, l'équipe Jumbo-Visma, victime d'une crevaison au panneau qui indiquait 500 mètres. Et je pense que lui, il était là pour faire le sprint, en tout cas pour gagner quelques points. Et donc, il était obligé de s'arrêter. Il n'est toujours pas revenu dans le peloton à la sortie de Dizy-le-Gros. Les hommes de tête sont bientôt au seuil des 100 derniers kilomètres de cette étape aujourd'hui. Il y en a 215 entre Binche et Épernay. Et un final, on vous le promet, qui s'annonce intense, particulièrement musclé. Toujours 5 hommes à l'avant, 3 minutes 46 d'avance sur le peloton où Tony Martin va reprendre sa place à l'avant. On marque une pause, on revient tout de suite sur la route du Tour de France. Restez avec nous. 107 km de l'arrivée, 3 minutes 42, l'écart qui continue de descendre malgré l'implication des 5 hommes en tête, sous l'impulsion de Stéphane Rossetto toujours, l'échappée qui roule à 60 km/h et un peloton qui se rapproche, un peloton qui s'organise.
Et à l'avant, est-ce qu'on continue de se relayer avec autant d'efficacité, Thomas? Oui, devant, on a eu l'information comme quoi l'écart avait diminué aux alentours de 4 minutes et comme tu l'as précisé, les coureurs de tête ont accéléré. Hein. Là, à l'heure où je vous parle, ils roulent à 61 km/h et c'est pas du tout le tempo un petit peu où on en garde sous la pédale. Je suis pas sûr qu'il soit à 100%, mais les relais sont beaucoup plus appuyés que tout à l'heure. On a Johan Ofredo qui fait un petit peu office de capitaine de l'échappée. Vous savez que quand il y a une échappée au long cours comme ça sur un Tour de France, le coureur le plus expérimenté un petit peu, c'est lui qui décide un peu à quel moment accélérer, où est-ce qu'il faut se placer sur la route. Donc on le voit beaucoup discuter avec ses compagnons d'échappée du jour. Et puis c'est un Johan Ofredo qui est de bonne humeur parce qu'il est d'humeur badine. Tout à l'heure on est passé à un passage à niveau. Il a fait signe au régulateur de l'organisation de faire baisser les barrières pour pouvoir bloquer le peloton et gagner ainsi un petit peu de temps. Il y a Anthony Delaplace qui tendait son bidon pour faire signe à son directeur sportif qu'il voulait être ravitaillé et en arrivant de derrière il lui a pris le bidon de la main pour lui faire une petite blague. Donc voilà, c'est un Johan Ofredo de bonne humeur et on espère pour eux qu'ils vont aller loin. Ça va durer encore un petit moment dans tous les cas, mais effectivement à l'approche du final, ce final escarpé, sans aucun doute le peloton va accélérer encore, va s'organiser pour revenir sur les échappées. Ils ont quand même perdu 2 minutes 30 en une vingtaine de kilomètres depuis qu'un coéquipier de la Deceuninck Quick-Step de Julien Lafilippe est venu prêter main forte. Tiens, Jakob Fuglsang dans les voitures. Thierry, qu'est-ce qui lui arrive cette fois? Je ne l'ai pas vu. Ah ben il va arriver alors. Il arrive. Mieux placé que moi, il arrive. Oui, a priori, pas de souci. Il y a Lilian Calmejean qui arrive aussi. Alors, évidemment, nous, on écoute ce que vous dites, forcément, et avec attention, évidemment. Et on n'a pas l'impression que le peloton se soit organisé. On va dire qu'il n'y a pas une Nibali qui s'arrête sur le côté. Là, il y a une petite pause. Je ne suis pas sûr que ce soit Fuglsang qui était là. C'était Hugo Hull, peut-être. Il va arriver, Thierry. Le peloton... Ah oui, il va arriver. Là, il est derrière moi, alors encore. En ce qui concerne là, c'est une pause pour la plupart des coureurs. On va en profiter pour faire une pause sur les bas-côtés. Ça va permettre à Dylan Groenewegen de revenir. J'oserais dire qu'il n'y a pour l'instant que 2 équipes qui mènent. C'est les Deceuninck et les Jumbo-Visma. Mais c'est presque... il est là, Jakob Fuglsang, tout va bien, je vous rassure. Rien de spécial, rien de particulier. Où il va s'arrêter à hauteur du... Il a fait un petit sting à la voiture du médecin. Ouais. Ah, Jakob Fuglsang, alors là, en revanche, information un petit peu différente. Il était là à sa voiture et en passant, il a fait appel au service médical. Donc on va rester derrière lui et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Ouais, Jakob Fuglsang tombé, je vous le rappelle, samedi après-midi. Peut-être un pansement qui s'enlève, mal mis. Avec la transpiration, ça arrive. Le voici. Ouais, voilà, on va changer visiblement son pansement. On va remettre un peu le scotch, pour que ça tienne jusqu'au bout. Oui. Non, mais ça a l'air d'aller quand même. Fuglsang, c'est vrai, depuis ce matin, il se maintient quand même. Il fait tout ce qu'il faut, en tout cas, pour montrer que ça va bien. Aux côtés de Gilbert Versier dans la voiture médicale. Jakob Fuglsang. Mais je pense que c'est surtout une volonté d'éviter, il est très prévoyant, d'éviter que cette plaie ne puisse s'infecter. Un pansement qui se décolle, c'est une porte ouverte vers un microbe éventuel. Donc on préfère rapidement rendre la plaie le plus hermétique possible, la mettre à l'abri de toutes les saletés qui pourraient s'y mettre et éviter d'avoir une surinfection. Donc c'est plutôt de la prévoyance. Ça a l'air d'aller quand même. Allez, Thierry nous a parlé de Lilian Calmejean il y a quelques instants, le coureur de la formation Total Direct Énergie, vainqueur d'une étape dans le Jura à Lamoura, station des Rousses, c'était il y a 2 ans. On va écouter justement Lilian Calmejean, c'était en fin de matinée à Binche en Belgique au départ de cette 3e étape et au micro de Nicolas Chet. Une étape qui va arriver au sprint, peut-être un peu plus réduit, mais
beaucoup de nervosité, ça va être le maître mot. Il y a un peu de vent qui est plutôt d'eau, 3/4 d'eau, et puis surtout un final avec vraiment des petites routes de vigne. Donc aujourd'hui, il va falloir être très bien placé pour pouvoir espérer quelque chose, parce qu'entre les chutes, la nervosité et le rythme très élevé, c'est une étape qui peut sourire aux punchers, aux sprinters. Les favoris ne doivent pas perdre de temps pour le général, donc aujourd'hui, ça va être vraiment la guerre. Ouais, la guerre, c'est le mot. Et vous? Et moi, écoutez, mes sensations pour le moment, elles sont pas forcément top du top, mais voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour être bien. J'espère que je vais monter en puissance au cours de ce Tour de France. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller à la guerre comme tout le monde, être bien placé, parce que le placement sera hyper important. Je sais que si ça arrive en groupe un peu réduit, je peux faire peut-être une place au sprint, mais voilà, aujourd'hui, c'est pas vraiment une étape non plus taillée pour moi. J'attends un peu plus la fin de semaine. Merci. Voilà, Lilian Calmejane pour la formation Total Direct Énergie. Il nous a bien expliqué le final de l'étape. C'est vraiment ce à quoi on peut s'attendre. Lilian Calmejane, qui connaît peut-être une saison un peu plus difficile que les autres années. D'ailleurs, il a été passé des tests pour savoir si l'artère iliaque allait bien. On a vu Fabio Aru se faire opérer en début d'année également. Mais c'est bon, tous les feux sont au vert. Il ne manque plus que la forme revienne, peut-être dans les prochains jours pour Lilian Calmejane. Ouais, et nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, le 8 juillet. C'est bien ça, Marion, vous confirmez? Oui. Je vous confirme. Et c'était le 8 juillet qu'il avait gagné, Lilian Calmejane, à la Moura. La Moura, station des Rousses, sous les fenêtres de Stéphane Dalloz, qu'on salue, bien évidemment, Lilian Calmejane. 2 ans après, donc, de retour sur le Tour de France. Il était déjà là l'an dernier. Il était déjà là l'an dernier, oui. c'est vrai. On se souvient de son coup de gueule à Carcassonne. Chez lui. Oui. Oui, il avait traversé le Tarn. Il avait fait une petite erreur en début d'étape, en partant tout seul alors qu'il était en échappée. Il avait tiré quelques cartouches là qui lui ont peut-être... il a montré à tout le monde en tout cas qu'il était très costaud ce jour-là. Et dans le final, c'était pas forcément un atout. On l'a senti un peu plus dans le doute. Là. Donc il est moins en confiance visiblement. Mais parfois, c'est pas non plus une mauvaise chose, parce que quand on se sent moins bien, on évite des erreurs tactiques. On essaye de se cacher un peu plus. Et Lilian Calmejane qui aura l'occasion de courir à domicile en fin de semaine avec une arrivée à Albi, juste avant le premier jour de repos. Enfin, ce sera même en début de semaine prochaine. Oui, il va même pouvoir repasser à la maison faire une lessive s'il en a envie. Tony Martin, toujours à la manœuvre, à l'avant du peloton, et l'écart qui se stabilise autour des 3 minutes 30. Vincenzo Nibali. Et qui, lui, dans 3 jours, va retrouver la planche des belles filles, là où il avait signé une magnifique victoire. C'était il y a 5 ans maintenant, lors de son Tour de France victorieux en 2014. Ouais, et puis il l'attend, la planche des belles filles, parce que pour l'instant, il est avec des objectifs incertains sur ce Tour de France. Et il a dit, voilà, je me fixerai un objectif au soir de la planche des belles filles, lui qui a terminé sur le podium du Giro cette année et qui a envie de se tester un peu. Et Nibali, c'est quand même un homme de la 3e semaine. Il est toujours très fort. Là où d'autres commencent à plier les ailes, lui, il ressurgit. Comme c'est un attaquant né, s'il a 2 sous de vie dans la dernière semaine, ça va être un acteur majeur. Ils ont fait un bon chrono d'ailleurs, Bahreïn Merida, hier. Ils ont perdu 36 secondes sur Kruijswijk, sa formation Jumbo-Visma. Et 16 petites secondes sur la formation Ineos. Au cœur du peloton, toujours avec Vincenzo Nibali, avec les caméras embarquées. Oui, qui rigole, qui discute, qui est à l'aise, qui connaît le Tour peut-être mieux que personne ici. C'est qu'il faut l'aborder de cette façon aussi, avec sérénité, avec de la bonne humeur. Tony Martin, lui, on a changé les pneumatiques, ça roule toujours. Il a crevé tout à l'heure. Il a pu reprendre sa place en tête, voilà, qui va lui faire plaisir, qui lui fait plaisir. Il était agacé tout à l'heure, alors qu'il était en train de faire son retour. Ça lui fait plaisir, mais ça fait du mal à tout le monde, je pense. Les hommes de tête sont entrés dans les 100 derniers kilomètres de cette 3e étape du Tour de France. Et le peloton qui semble s'étirer sous l'impulsion de Tony Martin, Thierry. Ah oui, c'est surtout la configuration de cette partie à la sortie du département de l'Aisne. Il y a des grandes plaines, vous les apercevez, vent de 3/4 d'eau, donc ça peut toujours, ça étire forcément le peloton. Je ne pense pas que le vent soit
violent pour qu'on ait des bordures. Bon, il faut être concentré, il faut être appliqué, mais bon, justement, comme tout le monde se concentre, tout le monde s'applique et tout le monde veut éviter de rester dans les dernières places du peloton, eh bien, ça les tire par l'avant et ça accélère aussi le rythme, ça accélère la vitesse et ça explique que presque involontairement l'écart se soit réduit aussi vite avec les 5 hommes de tête. On est vraiment dans la prudence et le peloton qui s'étire quand même beaucoup. Et par exemple, on est en file indienne du premier coureur Tony Martin jusqu'au 20e. Oui, l'échappée tout à l'heure avait le sourire, hein. L'écart était monté très haut, enfin très haut, relativement haut, à plus de 6 minutes. Là, ils ont perdu la moitié de leur avantage, alors que la poursuite, comme nous le dit Thierry, elle n'est pas véritablement engagée, hein. C'est 2 coureurs qui roulent là où il n'y en avait qu'un tout à l'heure, mais à 2, ils arrivent quand même à réduire cet écart et on sourit moins dans l'échappée devant. On continue à rouler fort, on est toujours à 46 km/h de moyenne. Cela fait 2h30 maintenant que la course a été lancée. Plus de 2h15 que les coureurs sont échappés. Et forcément, on a moins le sourire, ça commence à grimacer. Les hommes de tête sont entrés dans les 100 derniers kilomètres. Plus que 3 minutes d'avance. On va parler de la gestion de cette échappée par les hommes de tête en compagnie de Thomas Voeckler s'il nous écoute. Thomas, 5 hommes à l'avant toujours, 3 minutes, 97 km à parcourir. Est-ce que c'est déjà le moment de changer de rythme pour les hommes de tête, si bien sûr ils en ont la possibilité? Ouais, c'est un petit peu ambigu parce que ils adaptent vraiment leur vitesse, hein. Ils ont les consignes, ils ont tous les écarts par leur directeur sportif et l'Ardoisier, ils ont les consignes par leur directeur sportif. Et c'est vrai qu'ils auraient aimé retarder ce moment où ils se livrent au maximum parce que là il reste plus de 100 km, là il reste 100 km. Ils auraient aimé pouvoir accélérer plus tard. Mais maintenant les Deceuninck Quick-Step ont rapproché le peloton plus que les Jumbo-Visma, je pense d'ailleurs. C'est plutôt donc ils sont obligés même si l'écart là maintenant est de 3 minutes 15, ils maintiennent à peu près, mais ils sont obligés de se livrer un petit peu plus. Et c'est sûr qu'ils sont bien conscients que c'est pas une bonne affaire parce que c'est des forces qui vont leur manquer dans le final. Je voulais juste faire une petite, ce n'est que mon avis, mais c'est assez paradoxal de voir les Deceuninck Quick-Step et la Jumbo-Visma en tête de peloton. Ils sont en train d'allier leurs forces, mais ils ont des objectifs complètement différents. C'est-à-dire que je suis persuadé que du côté de l'équipe Deceuninck Quick-Step, au niveau de la direction sportive, dans la stratégie, ils sont convaincus que s'ils attendent vraiment la dernière montée du jour pour tenter de jouer la carte à la Philippe et prendre le maillot jaune, ça sera trop tard. L'équipe Jumbo-Visma avec Wout van Aert, avec Tenissen, ça sera trop tard. Donc je suis persuadé qu'ils vont tenter quelque chose, mais avant la dernière montée, ce que n'a pas envie de faire, bien sûr, Jumbo-Visma qui eux sont sur la défensive. Oui, c'est une bonne analyse Thomas, c'est vrai, c'est une possibilité. Pour l'instant, ils ont cet intérêt commun de réduire l'écart, quoi qu'il en soit, mais avec des finalités certainement différentes. Oui. Mais pour Julien, c'est une prise de risque importante, mais le maillot jaune, il est peut-être à ce prix-là aussi, hein, à prendre des risques en attaquant de plus loin, parce que Julien, s'il reste gentiment dans les roues, et s'il attend simplement le dernier kilomètre, l'ultime rampe, les 400 derniers mètres peuvent lui suffire pour remporter la victoire d'étape. Alors qu'en pense le maillot jaune du Tour de France? Mike Tenissen, le coureur de l'équipe Jumbo-Visma, eh bien il s'est confié au micro de Nicolas Gier en fin de matinée et il nous parle justement de la stratégie de sa formation aujourd'hui. Oui, j'ai parlé avec Dylan, il veut se remettre de l'accident et vraiment être prêt pour le jour lendemain. Donc il veut vraiment y aller à fond. Et ça signifie pour moi et pour Fernand, on doit encore préparer notre plan. Mais bon, on se sent vraiment tous très forts et comme je le disais, il faudra voir ce que sera le plan. Mais bon, on va aller à fond. On a 2 victoires pour le moment sur 2, donc voyons où ça nous mène. Voyons où ça nous mène. Et Julien Alaphilippe, qu'en pense-t-il? Thierry, je crois que vous avez un petit complément d'infos à nous donner sur Julien Alaphilippe. Ouais, je vais juste amener un petit peu d'eau à mes 2 moulins, hein, Thomas Voeckler et Laurent Jalabert.
qui vont dans le bon sens parce que c'est au moment où Julien Alaphilippe était en queue de peloton. Il s'est même laissé venir à la hauteur de sa voiture de directeur sportif. Aujourd'hui, par exemple, il y a 2 directeurs sportifs principaux dans cette équipe. C'est Davide Bramati et Tom Stels. Mais là, comme on est dans une configuration qui convient mieux à ce qu'était dans le passé Tom Stels, qui était un sprinter puncher, c'est Tom Stels qui est dans la voiture. Ils ont discuté un long petit moment. Il a pris des barres, il a pris un bidon. Ça a duré une bonne minute. Et c'est quasiment dans la foulée, juste après, que l'équipe de Koenig a mis un coureur à l'avant. Donc je pense que c'est lié de cause à effet. Et je pense que Julien Alaphilippe a dû donner pas mal de consignes aussi. Et surtout de garanties sur sa forme du moment pour cette étape qui lui convient à merveille. Dont on dit beaucoup, tout le monde dit qu'il est le grand favori pour la victoire d'étape. Et nous approchons de la célèbre région que nous attendons depuis ce matin. Nous approchons de la Champagne. Là, nous sommes sur les marches mêmes de cette région que Jeanne de Champagne, par son mariage avec Philippe IV le Bel, a fait tomber dans le giron de la couronne de France. Cette grande région de Champagne qui a été absolument essentielle sur un plan économique, ne serait-ce qu'à travers les grandes foires. Vous savez, il fut un temps où les 2 grands pôles économiques de l'Europe se trouvaient en Flandre, bien sûr, et dans le nord de l'Italie. Et à la confluence des deux, si vous voulez, à mi-chemin des 2 zones marchandes, se trouvait cette vaste région des Flandres, où avait lieu 2 fois par an, comme un mécanisme d'horlogerie, pour reprendre l'image de Fernand Braudel, où avaient lieu ces grandes foires, centres économiques majeurs, véritables poumons économiques des 12, 13, 14e siècles. On comprend aussi, grâce à cette route marchande et grâce à ces grandes foires, que la région ait été aussi riche. On va voir aussi que son sol, et notamment que ses vignobles, ont beaucoup contribué à cette richesse et à cette prospérité. Eh bien justement, Franck, on s'approche de la Champagne. Et pour vous donner un avant-goût, je vous propose de découvrir les secrets de fabrication de la boisson éponyme, le champagne. Regardez et écoutez. Avec le champagne et cette finesse de bulle et d'effervescence, eh bien l'esprit voyage. L'envolée du champagne, l'épopée du champagne démarre au XVIIIe siècle. Et le champagne est né d'une manière tout à fait étonnante. Les Anglais demandaient des vins sucrés, les vins de Champagne étaient additionnés avec un peu plus de sucre et dans les tonneaux, il y a eu une fermentation qui faisait qu'à l'arrivée en Angleterre, le vin pétillait. Tous les champagnes sont différents finalement parce que le savoir-faire des chefs de cave, des vignerons est bien là pour créer cette différence et ces caractéristiques que l'on ne peut pas retrouver d'une maison sur une autre. La particularité, c'est d'abord un savoir-faire qui est maintenant historique, avec d'abord le sol. Le sous-sol de la Champagne est essentiellement constitué de craie. Et cette craie a une grande particularité puisqu'elle véhicule à la fois, je dirais, le potentiel aromatique du champagne. Et puis la deuxième particularité du champagne, c'est cette deuxième fermentation qui est régulée au petit soin par les chefs de cave et toutes leurs équipes. Une bulle de champagne, c'est une bulle qui n'est pas agressive. C'est une bulle, j'aime bien cette expression qu'un jour un sommelier m'avait donnée, une bulle civilisée. C'est aussi un vin de partage. Et le vin de partage entre hommes et femmes, autour de groupes d'amis, c'est formidable. C'est cette rareté aussi, parce qu'il y a une tradition que je pense qu'on peut percevoir en bouche. Voilà un bel avant-goût et on l'espère une fin d'étape aussi pétillante qu'une coupe de champagne, Franck. Et oui, nous allons faire sauter le bouchon. Mais avant cela, il faudra faire sauter le verrou Jumbo-Visma, l'équipe du maillot jaune qui contrôle pour l'instant donc cette étape et qui maintient les hommes de tête un peu plus de 3 minutes. 3 minutes, c'est l'avance des 5 fuyards. Dans quelques instants, nous allons quitter France 3 et bien sûr, on se retrouve immédiatement sur France 2 pour ceux qui le souhaitent pour vivre la fin de cette 3e étape entre Binche et Épernay. On a encore un petit peu de temps et c'est l'heure du ravitaillement. Le ballet des musettes va commencer. Thomas.
Oui, j'étais en train d'aller de justement slalomer entre les directeurs sportifs. C'est pas si anodin que ça, une zone de ravitaillement. Hein. Il y a 22 équipes, ça je vous apprends rien. Il y a 2 assistants sportifs par équipe. Donc c'est pas toujours facile, notamment quand on roule en tête de peloton comme le font les Jumbo-Visma, ou alors que les coureurs courent très groupés. Hein. À l'image, le peloton, vous devez sans doute avoir des équipes qui sont très regroupées. Et c'est toujours un petit peu stressant, non pas pour le coureur, mais plutôt pour l'assistant sportif qui est sur le bas-côté. Il a toujours peur de ne pas réussir à faire son travail comme il faut, à donner toutes les musettes, parce que voilà, il faut que ça enchaîne, hein, quand les 8 coureurs sont regroupés. Et quand il y a des loupés, on le donne à la voiture du directeur sportif qui est derrière, qui ensuite vient les ramener, vient les donner au coureur qui se sera laissé décrocher. Merci beaucoup Thomas. On quitte France 3, mais le Tour de France continue bien sûr si vous le souhaitez. Sur France 2, c'est dans quelques secondes. On vous retrouve avec grand plaisir en direct donc sur France 2 pour vivre la dernière partie de cette 3e étape du Tour de France.